Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilke. Grâce à son carnet d'adresses bien fourni et sa connaissance fine des acteurs politiques et ça de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les coulisses et ce qu'il se trame dans la politique française. La politique française, il y a plein de partis politiques bien évidemment et justement l'extrême droite aidée par les médias financés par les milliardaires cherche à imposer sa vision, vous le voyez sur les chaînes d'infos au mainstream. Alors le média contre cette politique et lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la TNT francilienne. Et cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous. Alors rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Au sommaire de cette émission, bien évidemment, l'actualité, un show de politique. Emmanuel Macron est-il à bout de course? En nommant Le Cornu, un fidèle parmi les fidèles, le président semble davantage préoccupé de garder le pouvoir jusqu'en 2027 que de répondre à la colère du peuple français. Alors Nils a enquêté sur les coulisses de cette nomination et ce qu'elle révèle du règne crépusculaire du chef de l'État. Regardez, restez avec nous, il y aura plein de scoops aujourd'hui. Mais qui est-il? Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, le 7e depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, garde une large part de mystère et ce mystère on a tenté de le percer justement, enfin Nils a tenté de le percer et puis enfin Nils va également nous parler de ceux qui ont tout donné, ceux qui ont cru. Je parle bien évidemment des nombreux candidats à Matignon qui se sont fait, on peut le dire, balader en beauté par notre président. Il s'agit par exemple de Yael Braun-Pivet, de Xavier Bertrand, d'Olivier Faure et de Catherine Vautrin. Et oui, ils étaient tous candidats, on peut les appeler les cocus de la République. On en parle tout de suite, c'est parti pour les Indiscrets. Salut Nils. Salut Amira et salut à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être en chair et en os sur le média. Et oui, pour la première fois. Absolument. C'est inédit, en tout cas, ravi d'être avec toi, Nils. Tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui. Puis on va bien évidemment parler de Sébastien Lecornu. Je le disais en introduction, en nomination du nouveau Premier ministre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne connaît aucun, je dis bien aucun, état de grâce. Oui, c'est clairement une prise de fonction sans concession de la part des oppositions, de la presse, des médias et aussi des Français. À part le camp présidentiel et encore tous les partis ont critiqué sa nomination. Et pire pour lui, les sondages montrent qu'il a débuté à Matignon avec la pire cote de popularité pour un Premier ministre, à peine 34%. Il fait pire que Bayrou, c'est dire. Plus des 2/3 des Français disent que ce choix ne correspond pas à leurs attentes. Le chiffre fait mal, Pierre Cazeneuve, 69%. Et les 3/4 des Français disent ce Premier ministre, il ne tiendra pas 12 mois. Et on va rejouer le film qu'on a déjà vu déjà à plusieurs reprises avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alors, pas de quoi perturber en apparence notre président de la République, Emmanuel Macron, qui fait comme si tout allait bien, selon l'un de ses interlocuteurs réguliers que j'ai eu en ligne pour préparer cette émission. Alors, on ne sait pas s'il s'auto-persuade que tout va bien ou si il pense vraiment qu'il est encore dans le game. C'est ce que m'a confié ma source. Alors, il faut dire aussi que la presse a déjà acté sa fin à la fois en France, il y a eu des dossiers qui sont sortis, mais aussi, et c'est plus inquiétant pour le président, à l'étranger. Par exemple, la presse allemande, pourtant assez conservatrice, assez pro-Macron, on se rappelle ses débuts, son idylle avec Angela Merkel, etc., le voit déjà sur le départ. On le voit là sur cette une du Frankfurter Rundschau, en revoir président. Le T-Online, un site en ligne politique, parle d'un président en faillite. Et pour le Guardian, donc le quotidien britannique, le président doit faire face, je cite,
à la réalité. La presse française n'est pas en reste, comme l'hebdomadaire Challenge, pourtant peu suspect de gauchisme. C'est un portrait crépusculaire du chef de l'État, la tragédie Macron, qui paraît cette semaine. On parle quand même d'un magazine qui appartient à Perdriel, qui était quand même très, très macroniste. Donc voilà, c'est quand même assez dramatique pour lui. Alors le président, lui, se concentre d'ailleurs très officiellement sur sa prochaine opération diplomatique. C'est son grand œuvre. Son discours à l'ONU, ce sera le 22 septembre. Ce jour-là, le chef de l'État doit annoncer officiellement que la France reconnaît la Palestine comme un État à part entière. Donc ce sera à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU qu'il va présider aux côtés du prince héritier d'Arabie Saoudite. Alors évidemment, c'est une conférence sur la fameuse solution à deux États. Et il a d'ailleurs rencontré mercredi cette semaine des familles d'otages israéliens retenus à Gaza. Ça, c'est pour battre évidemment en brèche le procès en antisémitisme qu'on lui a fait. Bon. On a quand même, Nils, tu m'arrêtes si je me trompe, on a quand même un peu l'impression qu'on veut nous faire croire qu'Emmanuel Macron est en train de se désintéresser de la politique intérieure. Oui, tu as raison de te méfier, parce que, effectivement, pour le grand public, il y a cette idée qu'Emmanuel Macron serait en hauteur, surplomberait les partis, et en réalité, évidemment, notre président continue en sous-main de rêver d'influer sur les affaires nationales. Le Premier ministre est libre, c'est ce qu'il dit en tout cas officiellement, de mener la politique de la nation. En réalité, il fait pression pour éviter toujours que son bilan ne soit détricoté. On parle évidemment de l'ignoble réforme des retraites, mais aussi et surtout la taxation des grandes fortunes, donc ses meilleurs amis, réclamée notamment par le Parti socialiste pour ne pas censurer le nouveau gouvernement. Le président est contre notamment la taxation des successions et surtout la fameuse taxe Zuckman, dont Lisa a parlé avec Thomas Porcher tout au long de la semaine. Alors, en privé, surtout, Macron peste contre les socialistes dont il pense qu'ils réclament trop de concessions. Un président finalement fidèle à lui-même malgré ses multiples promesses de changement. Alors, il y a un petit épisode qui en dit long, notamment qui m'a été rapporté par un conseiller politique. Il a reçu à l'Élysée à déjeuner François Bayrou, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Édouard Philippe. C'était le 2 septembre, donc c'est tous les chefs du socle commun. Le mot démission a tout de même été prononcé entre la poire et le fromage, comme on dit. Emmanuel Macron a balayé cette hypothèse. On a 1 an et demi encore, donc jusqu'en 2027, c'est long et il y a plein de choses à faire, a déclaré le président. Bref, pour reprendre l'expression d'un familier de l'Élysée, il plane. Alors Emmanuel Macron qui plane, en tout cas il a nommé Sébastien Lecornu. C'est qui ce Sébastien Lecornu? Comment on explique qu'il a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron? Oui, parce que les Français ne le connaissent pas. Alors c'est un fidèle parmi les fidèles. Quand j'ai interrogé mes sources sur les raisons qui ont choisi Macron à le choisir, comme je pense tous les journalistes, on m'a répondu que c'était le choix du cœur, je cite. Alors Lecornu, il est aux responsabilités depuis 2017. Rendez-vous compte, c'est quand même un survivant du macronisme. Et donc il a d'ailleurs évoqué une volonté de rupture quand il est arrivé à Matignon. On regarde. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage, le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique. Voilà, donc on va revenir sur cette volonté de rupture un peu plus tard, mais il faut d'abord parler du côté un peu plus sulfureux de Lecornu, parce qu'effectivement, alors évidemment, la Macronie nous le vend, je dirais, comme un pur produit macroniste, mais qui est capable de faire un pont avec la droite. Et c'est vrai aussi qu'il a un côté un peu plus sulfureux, dont le grand public est peu informé. Par exemple, il avait été épinglé par Mediapart dès 2017 pour avoir loué une maison de vacances avec Darmanin. Selon le média d'investigation, les 2 membres du gouvernement à l'époque d'Édouard Philippe avaient loué pour leurs vacances en Corse une maison appartenant à Christelle Godani, donc Miss Corse 93, bon ça à la limite, mais elle était surtout compagne de l'ancien président de la Chambre de commerce d'Ajaccio, Gilbert Casanova, ça ne s'invente pas, ex-trafiquant de drogue qui les aurait accueillis chaleureusement à leur arrivée. Donc Nils, si j'ai bien compris, on a encore un Premier ministre qui a des casseroles, j'ai envie de dire, on a un peu l'habitude, et on rappelle quand même
que Sébastien Lecornu et Gérald Darmanin ont perdu leur procès en diffamation contre Mediapart. Voilà, il n'y a pas eu de diffamation, effectivement. Et par ailleurs, on rappelle aussi que Lecornu était le supérieur d'Alexandre Benalla. On retrouve l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron quand il était réserviste de la gendarmerie dans l'Eure. Donc c'est son fief politique au début des années 2010. À l'époque, le futur chargé de mission de Macron n'avait pas encore été licencié par l'Élysée après la révélation d'une vidéo le montrant usurpant l'identité d'un policier et frappant un manifestant. Et il y a quelques mois, d'ailleurs, Lecornu est revenu sur cette amitié, disons, pour le moins sulfureuse, lors d'un entretien avec Guillaume Pley. Regardez. Alexandre Benalla, l'ancien directeur de la sécurité de l'Élysée, était gendarme à l'époque, en même temps que vous, et vous aurez sauvé la vie. Ouais, quand j'étais sous-lieutenant, puis lieutenant, je commandais régulièrement une vingtaine de gendarmes. On faisait de la lutte, prévention contre les cambriolages, etc. Et sur une opération qui aurait pu très très mal tourner, il était conducteur de la voiture dans laquelle j'étais. Et on a vraiment été confronté à un individu assez dangereux, avec un début de course-poursuite. Et à un moment donné, il a failli de plein fouet percuter la voiture de gendarmerie dans laquelle j'étais, comme passager. Et il a su faire la marche arrière à temps. Donc c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Et Benalla était un bon gendarme. Je sais que quand on le dit, parfois ça fait réagir. Et par ailleurs, il m'a sauvé la vie quand même. Voilà, donc il a un peu voulu déminer le terrain. On sent que voilà, il pressentait que cette histoire allait le rattraper. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu représente un tel mystère que la presse abuse du terme discrétion à son sujet. Regardez Le Monde qui use de cet euphémisme pour expliquer que notre Premier ministre est très discret sur sa vie privée. Alors en réalité, il faut dire les choses clairement. C'est le second Premier ministre à n'avoir ni femme ni enfant après Gabriel Attal. Ses grands amis sont notamment le décorateur Jacques Garcia, architecte et mondain, grand consommateur de commandes publiques, très proche des femmes de politiciens et homosexuel déclaré. Le Monde rappelle par ailleurs qu'il a été le plus jeune assistant parlementaire en 2005, il avait à peine 19 ans. Le plus jeune conseiller ministériel, cette fois au cabinet de Bruno Le Maire en 2008, élu en 2015, encore une fois, plus jeune président du conseil départemental de l'Eure, donc c'est la Normandie Connection, puis l'un des plus jeunes du gouvernement d'Édouard Philippe, une autre façon plus élégante de dire qu'il n'a jamais bossé en dehors de la politique de toute sa vie, au point qu'il a sérieusement flippé après la dernière dissolution et le remaniement qui a suivi, pensant qu'il était fini politiquement. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Oh, on n'a plus qu'à se chercher une place tous les deux, monseigneur. Oh vous, foutez-moi le camp. Disparaissez, je ne vous vois jamais. Et mes gages? Qui me paiera mes gages? Vos gages, tenez-les, voilà. Voilà, donc alors les journalistes survendent sa supposée rondeur, je cite, sa proximité avec Emmanuel Macron, qui le ferait rire, avec ses imitations à la Audiard, autour d'un whisky, mais en réalité, on le dit aussi, arrogant et volontiers cassant, voire brutal dans sa manière de traiter les petites mains qui travaillent pour lui. Et parfois, cette arrogance, elle transparaît en public, comme lors de cet entretien à Guyane Première, c'était en 2021. Regardez. Alors finalement, quel projet pour les énergies renouvelables? Vous l'avez dit dans votre interview, une écologie qui ne veut rien dire. Bonne question, mais ne prenez pas les choses sur le terrain de la polémique, s'il vous plaît, et soyez fiers d'être guyanaise ce soir sur la transition énergétique. En termes de biomasse, c'est le territoire sur lequel ça avance le plus. Vous n'avez pas de leçon de fierté en termes de guyanité à me donner, la centrale de cacao, ministre. les choses fonctionnent bien. Si vous le prenez sur ce ton agressif, madame, ce n'est pas la peine de me poser des questions. Je suis en train de vous expliquer que la Guyane est un territoire en avance en matière de transition énergétique. Et vous me dites que je n'ai pas de leçon à vous donner. Vous êtes française, je suis français, j'aime la Guyane tout autant que vous, même si je ne suis pas guyanais, il n'y a pas de monopole du cœur en la matière. Et je vous explique que les moyens que nous mettons ici en Guyane sont des moyens de l'État, sont des moyens du contribuable de la République. Finalement, on vient de le voir, Nils, Sébastien Lecornu n'est pas si docile que ça. C'est ça. Alors sa nomination peut aussi s'expliquer par son entente parfaite avec Macron lui-même, certes, mais aussi avec sa femme Brigitte. L'influence de l'épouse du président est déterminante, même si elle affirme qu'elle ne fait pas de politique. On en avait parlé dans Les Indiscrets lors de la nomination de Gabriel Attal. C'est elle qui a imposé donc le plus jeune Premier ministre à son époux. Et pareil avec Lecornu. Lecornu, c'est un peu le fils que les Macron auraient aimé avoir. C'est ce qu'a glissé un député macroniste à notre consoeur, Sophie Dravinel. Bref, après des tensions dans leur relation, les Macron ont-ils réussi à se réunir grâce à Lecornu. Et Lecornu, il faut le dire, on n'en parle pas assez aussi de sa précipitation à se rendre
chez Sarkozy juste après sa nomination. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pas de vidéo, pas de photo d'ailleurs de cette rencontre. Regardez. Oui, 24 heures seulement qu'il est à Matignon et Sébastien Lecornu consulte à tout va. Il est même allé rencontrer ce midi l'ancien président Nicolas Sarkozy dans ses bureaux. Selon l'entourage de l'ancien président, Nicolas Sarkozy était heureux de rencontrer le Premier ministre. Il lui a redit son amitié et lui a apporté son soutien. Les deux hommes se connaissent bien. Sébastien Lecornu est un ancien membre de l'UMP et aussi du Parti Les Républicains. Mais des rapports dans la presse, notamment de la part de Paris Match, qui parlent allez voir le parrain et le premier réflexe pour tout élu de droite et un passage obligé pour tout Premier ministre fraîchement nommé. C'est ce qu'écrit le magazine, dont on ne sait d'ailleurs si le terme parrain est choisi par ironie ou à prendre au sens littéral. Voilà la une de l'article de Paris Match. On rappelle que l'ancien président était définitivement condamné pour corruption et trafic d'influence, on ne s'en lasse pas, à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, sous bracelet électronique. Alors on a fini par lui retirer à cause de son grand âge, il est arrivé à 70 ans, avec 3 ans quand même d'inéligibilité. Et par ailleurs, Sarko risque 7 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende, 5 ans d'inéligibilité cette fois, dans l'affaire du financement libyen de sa campagne, décision fin septembre. Bref, on peut se demander s'il était opportun pour le nouveau Premier ministre de se rendre chez Sarkozy Fissa. Pour l'exemplarité, en tout cas, on repassera. Alors Nice, là, on vient de parler de ces rapports particuliers avec Nicolas Sarkozy. Il y a aussi des rapports particuliers, puis on peut le dire, une ambiguïté de Sébastien Lecornu avec le parti d'extrême droite, le RN. Oui, il y a eu ces révélations fracassantes de Libé sur ses dîners avec Marine Le Pen qui l'ont beaucoup agacé. D'ailleurs, Lecornu, à l'époque, dans Le Monde, on peut lire que c'est l'un de ses premiers faux pas, soi-disant. Bon. Et un familier de l'Élysée me disait c'est toute cette petite bande toxique, finalement, qui gravite autour du président, comme Thierry Solaire, etc. Alors, Lecornu a démenti avec vigueur, dans un premier temps, ses dîners avec le Rassemblement national, lors des révélations de nos confrères de Libération, avant de reconnaître, 4 mois plus tard, finalement, via son entourage, au Monde, l'existence de 2 rendez-vous, toujours discrets, évidemment, avec l'ex-candidate à la présidentielle du RN, dont un dîner chez le fameux Solaire avant les européennes, mais pas le 16 mars, avant de parler de l'Ukraine, notamment. Alors, parler avec le RN de l'Ukraine, alors que le parti de Marine Le Pen a été financé avec l'argent russe, c'est pour le moins particulier. Nils, est-ce qu'on peut dire finalement que Lecornu, il aime bien le RN ? Je crois qu'on peut dire qu'il adore le Rassemblement national, en tout cas qu'il s'en sent proche. Il y a une vraie proximité. Alors, ils sont pas non plus amis politiquement, mais disons en tout cas qu'il s'est rapproché du Rassemblement national. Et d'ailleurs, la gauche est quand même très attentiste par rapport à Sébastien Lecornu. On a vu le PS hausser le ton, notamment ces dernières heures, parce qu'on sent bien qu'il a quand même une tendance naturelle à aller vers la droite et l'extrême droite. Alors d'ailleurs, Lecornu a eu un petit mot pour le Rassemblement national. C'était lors de son discours de passation de pouvoir, qui a été un brin glacial d'ailleurs, avec François Bayrou. On sent que le Béarnais n'a toujours pas digéré d'avoir été éjecté par les députés. Regardez ce que dit Sébastien Lecornu. Alors pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Voilà, alors beaucoup ont cru que c'était une critique de François Bayrou, une pique envoyée, mais en réalité c'était un message au Rassemblement national qui ne s'y est pas trompé. Réponse au propos de Bardella, regardez. Nous sommes à la tête du premier groupe à l'Assemblée nationale. Soit il y a rupture, soit il y aura censure. Nous avons toujours été fidèles à nos principes, celui de ne pas censurer a priori, et d'écouter le discours de politique générale et d'écouter les orientations, sans illusion, qui sont celles du Premier ministre nommé par le Président de la République. Je n'ai aucune illusion. Voilà, et au cas où on n'aurait pas compris qu'il fallait absolument, effectivement, que Lecornu rompe avec la politique macroniste, le RN en a remis une couche le soir même sur TF1 via Marine Le Pen. Regardez ça. Je lui demanderai de rompre avec le macronisme. Oui, c'est la rupture ou la censure. Voilà, et puis aujourd'hui encore, au cas où Lecornu n'aurait pas compris le message... Ça continue. Voilà, Jacobelli en a remis une couche, cette fois sur BFM. Et nous attendons de M. Lecornu qu'il fasse une politique de rupture, comme il l'a promis.
Alors, je vais prendre un exemple sinon, concret. ça arrivera avec un autre mot s'il ne le fait pas. Alors, le mot censure. Donc, au cas où on n'aurait pas compris, il faut une rupture. Alors, une rupture, les socialistes ont compris que c'était une rupture pour aller à gauche. Le Rassemblement national, lui, voudrait une rupture plutôt vers ses idées d'extrême droite. Voilà, donc pour le moment, c'est très flou. Et quand c'est flou... Il y a un loup. Voilà. Alors, il a dirigé quand même pendant quelques années le département de l'Eure. Hein. Sur le terrain, évidemment, il a noué des contacts avec les élus. Et son grand legs, quand même, en Normandie, c'est d'avoir réussi à faire basculer le presque ensemble des circonscriptions du côté du Rassemblement national. Je ne sais pas si on peut parler de succès. En tout cas, au Rassemblement national, on est très content de compter désormais 4 députés sur 5 dans son territoire depuis les dernières législatives. Bon, alors Nils, on l'aura compris, le RN et Sébastien Lecornu, c'est une très grande histoire, mais pour autant, le RN ne semble pas décidé à lui faire de cadeau à ce nouveau Premier ministre. Oui, alors le RN l'a prévenu publiquement, je dirais, et puis j'ai quand même sollicité une source du parti d'extrême droite qui m'a dit « s'il nous emmerde, on le fera tomber ». C'est voilà. fort, hein. C'est fort. Alors, Marine Le Pen ne fait pas mystère de ses intentions, hein. On en parlait la semaine passée, elle veut pousser Macron à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée et à nous pourrir la vie à nous, journalistes politiques. Mais effectivement, le but de Marine Le Pen est tout à fait personnel. Hein. Elle veut se présenter à des législatives anticipées, malgré sa peine d'inéligibilité, on le rappelle dans l'affaire des emplois fictifs. Hein. Elle veut en profiter en fait, pour déposer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, avec pour objectif de mettre les sages au pied du mur. Bref, pour reprendre les mots d'un élu macroniste, on s'est mis entre les mains du RN. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même un triste constat. Alors Sébastien Lecornu, Nils, c'est le grand élu, c'est celui qui a été nommé par Emmanuel Macron, puis il y en avait plein d'autres qui gravitaient autour de lui et qui voulaient eux aussi accéder à Matignon. Ouais, c'est quand même bien triste. Hein. Mais Matignon, c'est connu, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Hein. En témoignent les nombreux noms qui ont circulé pour prendre la suite de François Bayrou après la chute du gouvernement. On pensait que le poste de Premier ministre n'intéressait plus grand monde. On a entendu tous les noms circuler, Borloo, Moscovici, mais ce sont 4 d'entre eux qui nous intéressent en particulier parce qu'ils y ont cru de toute leur force ou parce qu'ils ont faim d'y croire. On a vu notamment Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui se disait au service des Français au perchoir, proposer ses services, dis donc, pour Matignon, évidemment sans arrière-pensée, n'est-ce pas? Alors elle lui a dit en personne, lors d'un entretien avec le président à l'Élysée lundi, c'est ce qu'a expliqué Le Monde, et puis elle en a mis une couche sur RTL directement en sortant de l'Élysée. Parfois, on me dit « Oh là là, l'hôtel de la Cesse est confortable et donc tu veux y rester ». Eh bien non, moi je ne suis pas, comme on dit, une assise. Je suis capable, évidemment, et je l'ai montré dans toute ma courte carrière politique, que je prenais des risques. Donc si, d'aventure, il fallait assumer cette mission-là, évidemment, je ne rechignerai pas, mais c'est le choix du président de la République. Voilà, alors à l'Élysée, on s'est un peu moqué des ambitions d'Yaël Braun-Pivet, c'est ce qu'on m'a dit. D'abord parce qu'elle s'entend très mal avec Emmanuel Macron, donc lui n'a pas du tout envie de la nommer. Il s'est déjà tapé François Bayrou pendant 8 mois. C'est pas pour nommer Yaël Braun-Pivet juste après, mais en réalité, les dés étaient pipés, puisque le Rassemblement national a annoncé qu'il la censurait si elle était nommée Premier ministre à peine l'interview terminée sur RTL. Regardez ce qu'a dit Sébastien Chenu. Yaël Braun-Pivet, on la censurera. C'est pas une tâche facile. Non, mais on la censure quand même que... Voilà, alors ça a amusé l'un de ses anciens collaborateurs, Yaël Braun-Pivet, qui me disait, dis donc, tous ces efforts pour courir après l'extrême droite, pour finir par être trahi avec ce couteau dans le dos. Effectivement, cet ancien collaborateur se souvient de la mine effarée des huissiers du Palais Bourbon en voyant Yaël Braun-Pivet claquer la bise à Sébastien Chenu quand elle avait été élue au perchoir. Et j'avais révélé notamment les liens d'amitié qui l'unissent avec le vice-président du RN ou encore les liens cordiaux qu'elle entretient avec Marine Le Pen, ce qu'elle dément évidemment officiellement. Alors il faut se demander si c'est pas plutôt une mise en scène qui lui permettrait de prouver qu'elle n'est pas inféodée au RN, puisqu'elle vise évidemment la présidentielle en 2027, comme à peu près tous les macronistes. Ok, très bien Nice. Alors comment on peut expliquer qu'elle porte autant d'estime à Sébastien Chenu? Tu l'as dit, puis on l'a vu, elle lui a claqué la bise. Ouais. Alors j'avais posé la question à un ancien membre de son cabinet à l'époque où j'avais fait ces révélations. Lui m'expliquait, elle pense que c'est un mec du RPR. C'est vrai que Sébastien Chenu vient de l'UMP. Il avait notamment fondé Gaylib. Comme Lecornu. Exactement. Et donc cette source me disait,
pense que c'est un mec du RPR, de la droite, et pas un nazi. Et donc, si Yael Braun-Pivet cultive aussi ses bonnes relations avec le RN, c'est qu'elle ne dissimule plus son envie de se poser en recours pour le bloc central pour 2027. On en a largement parlé dans cette émission. Alors, on va parler d'un autre cocu, c'est Xavier Bertrand, hein, le pauvre, lui aussi, hein, qui d'abord candidate à la fonction suprême depuis un certain nombre d'années sans résultat, et puis qui avait quand même lui aussi fait savoir qu'il ne serait pas complètement désintéressé par le poste. Mais il échoue à chaque fois qu'il essaye quelque chose. Exactement, hein, pauvre Xavier Bertrand. Alors lui cultive son image d'opposant au RN dans son fief de la région des Hauts-de-France. On peut dire que l'ancien ministre de la Santé jouit d'un réseau solide à droite et d'une stature nationale, et il est quand même très détesté de l'extrême droite, et en particulier de Marine Le Pen. J'en parlais avec un cadre LR pour préparer cette émission qui me dit qu'ils sont dans un conflit quasi personnel, c'est presque irrationnel, hein, entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Et d'ailleurs, Xavier Bertrand a redit tout le mal qu'il pensait du Rassemblement national ce vendredi. Bon, Xavier Bertrand, pourquoi j'ai pas commencé l'interview en vous disant « Bonjour, monsieur le Premier ministre » ce matin? Je crois que j'ai répondu à cette question il y a 10 jours. Ouais. Dans ce pays, une grande partie de la classe politique tremble devant Madame Le Pen et monsieur Bardella. Et vous savez bien ce qui se passe. Ils n'ont certainement pas l'intention qu'à la tête d'un gouvernement, je fasse ce que je fais dans la région, c'est-à-dire qu'avec des résultats, je les fais reculer. Moi, j'ai pas peur d'eux. Voilà, alors le petit souci quand même, c'est que sans le Rassemblement national, un gouvernement macroniste a quand même peu de chances de se maintenir au pouvoir, hein. On l'a vu avec François Bayrou, et puis avant avec Michel Barnier également. Alors c'est vrai que Xavier Bertrand est tout de même apprécié, hein, sinon respecté à la fois par les écolos, Marine Tondelier qui le connaît localement, et Fabien Roussel également au niveau local, qui soutiennent son combat contre le RN. Et c'est vrai aussi qu'Emmanuel Macron l'apprécie, hein, c'est comme le rappelait le Parisien cette semaine, au point d'avoir failli le nommer l'an passé après la dissolution ratée qui avait suscité donc ce fameux choc dans son propre camp. Mais c'est vrai que Xavier Bertrand lui-même n'y croyait plus vraiment à cette hypothèse. D'abord, il a annoncé avant tout le monde que Sébastien Lecornu était en train de constituer son gouvernement, ce qui a beaucoup embêté le nouveau Premier ministre. Voilà, bon, ça c'est pour le petit coup de pouce amical. Et puis de toute façon, un de ses proches me disait honnêtement, il n'y a vraiment que des coups à prendre, hein, que ce soit à droite ou à gauche dans ce poste de Premier ministre. Faut-il vraiment y aller? La réponse est non. Alors, tu parlais de coquifiage, hein, pour reprendre tes termes, Nils, c'est du coquifiage. Il y en a aussi avec la gauche. Hein. Ah oui, alors avec la gauche, on peut dire que c'est le coquifiage permanent. Hein. Emmanuel Macron a quand même piétiné le choix des électeurs qui ont placé le NFP, le nouveau Front Populaire, en tête de nombre de sièges à l'Assemblée en 2024. Et finalement, en nommant Michel Barnier, François Bayrou, puis maintenant Sébastien Lecornu, c'est un peu le BBL façon Macron. Cette fois, c'est Olivier Faure qui en est la victime consentante, hein, puisque le premier secrétaire du Parti socialiste s'est en effet déclaré de lui-même à la disposition du chef de l'État, dit donc, pour discuter des conditions dans lesquelles la gauche pourrait gouverner. On en a parlé la semaine dernière, hein. Et d'ailleurs, son entourage et puis l'Élysée ont joué toute la semaine à expliquer que les deux hommes entretenaient des contacts réguliers. Voilà, alors une source au PS me disait oui, enfin c'est quand même un jeu de dupes. On voit mal Macron nommer un socialiste à Matignon, ce serait quand même à l'opposé ou presque à l'opposé de toute la politique qu'il a menée depuis 8 ans. L'idée en fait du Parti socialiste, c'est de peser un maximum dans les négociations, dans le contrat en fait de gouvernement qui va être passé, en échange d'une non-censure, notamment d'obtenir des garanties pour taxer les grandes fortunes, voilà, et plutôt effectivement que d'avoir des éléments socialistes au gouvernement. Et puis un cadre PS un petit peu plus méchant disait si Emmanuel Macron était sérieux avec les socialistes, il prendrait une pointure comme Boris Vallaud par exemple plutôt qu'un Olivier Faure. Voilà, pas très sympa. Ouais, pas très sympa pour Faure. Non. Et puis alors, la dernière, c'est un peu la candidate maudite à Matignon, hein, la discrète également, comme Sébastien Lecornu, Catherine Vautrin. Il faut dire que plusieurs fois, on l'a donné effectivement à Matignon. Alors, il faut un petit peu revenir en arrière pour expliquer pourquoi Catherine Vautrin a toujours échoué à Matignon. Eh bien, c'est parce que Emmanuel Macron n'est plus le seul maître à bord, hein. Le président doit maintenir de nombreux équilibres politiques au sein de son entourage, dont celui de son épouse Brigitte, dont l'influence politique déterminante a notamment permis à Gabriel Attal de devenir le plus jeune Premier ministre de l'histoire en 2024. On l'a dit en début d'émission. Et c'est vrai qu'il n'a plus les cartes en main. La mauvaise expérience, les mésaventures de Catherine Vautrin le prouvent. La pauvre, à chaque remaniement, dès 2022, son nom circule pour Matignon. C'est ce qu'avait révélé notre confrère Marc Endelvelt, qu'on a le plaisir d'accueillir régulièrement aux médias. C'était aussi le choix d'Emmanuel Macron, le premier choix, me rappelle le conseiller politique Jean-Bernard Gaillot-Renucci, qu'on salue au passage. On a déjà eu.
voilà, qu'on a déjà eu et que j'ai consulté pour préparer cette émission. Mais c'est vrai que la pauvre Catherine Vautrin a eu l'heure de déplaire à Alexis Kohler, hein, qui était le tout-puissant secrétaire général de l'Élysée à l'époque, et bras droit du président. Il est depuis parti à la Société Générale vers de nouvelles aventures financières. Et lui craignait en fait que son patron ne s'émancipe, hein, sous l'influence de Catherine Vautrin. Alors, patatras, une fois effectivement sa future nomination annoncée par Marc Andenveld, eh bien, les positions conservatrices de l'ancienne présidente du Grand Reims sur le mariage pour tous ont refait surface sur les réseaux sociaux. Bronca de l'ensemble des macronistes dits de l'aile gauche de la Macronie, et sa candidature est rapidement tombée à l'eau. Alors, tu l'as dit en off, Nils, il aurait aussi pensé à Jean Castex. Oui, alors c'est ce que me disait Jean-Bernard Gaio-Renucci, c'est le seul Premier ministre, hein, qu'il ait vraiment choisi après Édouard Philippe, hein. Et surtout, Jean Castex a quand même une immense qualité, c'est qu'il ne fait pas d'ombre au grand patron, pas d'ombre à Emmanuel Macron. Bon, tu vois que les critères pour choisir les premiers ministres sont tout à fait déterminants. Alors, comme Sébastien Lecornu, hein, finalement, en fait. Hein. Alors, en plus, Sébastien Lecornu, il a été plutôt malin pour le coup. Contrairement à François Bayrou, il a multiplié les coups de fil à gauche. Hein, c'est ce que m'expliquait une source au PS, c'est ce qu'on vient d'expliquer effectivement cette fin de sujet. Et puis, on peut dire qu'il a eu une bonne idée puisqu'il l'a finalement emporté. Alors, pour combien de temps? On en est à 7 premiers ministres, hein, rappelons-le. Eh bien, l'avenir nous le dira. Alors, Nice, on a Lecornu, Sébastien Lecornu en Premier ministre. Et à ton avis, on connaîtra quand le nom, l'identité des ministres qui ont formé ce gouvernement? Je sors ma boule de cristal, ouais. Attention. Non, plus sérieusement, il est en train de lancer des consultations. Alors, il a reçu là, tous les membres du bloc central, Édouard Philippe, François Bayrou pour le MoDem. Hein, ça a dû lui faire bizarre, d'ailleurs, de revenir à Matignon par la petite porte. Mais on ne va pas connaître la composition du gouvernement avant, à mon avis, une bonne semaine, voire même 2 semaines, hein, a prévenu l'entourage de Sébastien Lecornu. Ça va prendre quand même un certain temps, sachant qu'il veut soi-disant ouvrir son gouvernement à gauche. On a hâte de voir ses preuves d'ouverture. Ah, on a hâte, comme tu l'as si bien dit, Nils. En tout cas, merci. On a appris plein de choses aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis, à la semaine prochaine, peut-être qu'on connaîtra le nom des membres du gouvernement. Absolument, à la semaine prochaine. Salut. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de la suivre chaque semaine. Et si vous l'avez aimé, si vous aimez les autres émissions du média, pensez donc à nous soutenir et également à soutenir notre campagne. Ça s'appelle Riposte et ça se passe dès maintenant sur campagne.lemediatv.fr. Excellente journée sur le média. À très bientôt.